C'est vraiment le sens de mon message. C'est pas qu'on ne fait rien pour s'en sortir. C'est pas qu'on travaille moins ou qu'on se tourne les pouces. Pas du tout. C'est un combat quotidien qu'on essaie de mener tant bien que mal. Moi, j'ai vraiment le sentiment tous les matins d'enfiler mon armure et d'aller au front. Johanna Friat, bonjour. Bonjour. Alors, on est content que vous ayez accepté de témoigner parce qu'on sait que c'est une chose qui n'est pas facile à faire. Vous avez fait votre allié il y a 10 ans. Au début, tout allait très bien, une famille complètement normative. Vous aviez 5 enfants lorsque vous êtes monté en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un divorce entre-temps. Donc, j'ai divorcé il y a 6 ans. Et là, ça a été une longue descente, en fait. Ça veut dire se retrouver femme seule à élever 5 enfants, une pension alimentaire minime, aucune famille pour me soutenir au niveau financier. Je suis journaliste, donc je travaille dans un domaine qui me plaît, mais qui ne gagne pas beaucoup, qui ne me permet pas de gagner suffisamment. Donc, un coût de la vie en constante augmentation, et c'est une équation qui est presque impossible. Alors, au niveau du travail, on a toujours l'impression que les gens qui tombent dans la précarité sont des gens qui ne travaillent pas assez. Alors moi, j'ai toujours travaillé à plein temps. Les gens dans cette catégorie qui est de plus en plus répandue en Israël, qui s'appelle les travailleurs pauvres, ce sont des gens qui travaillent 9-10 heures par jour, comme tout le monde, voire plus, parce qu'ils cumulent 2-3 jobs pour essayer de finir le mois et qui, malgré tout, n'y arrivent pas. Parce que des salaires extrêmement bas, un coût de la vie en augmentation constante. Donc c'est presque mathématique. On n'y arrive pas. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est une maman de 5 enfants, on n'y arrive pas ? Concrètement, ça se traduit comment au quotidien ? Concrètement, ça veut dire que, par exemple, qu'on aime Shabbat, mais qu'on finit par appréhender quand arrive le mercredi, parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais mettre sur ma table ? Concrètement, d'être incapable de répondre à une demande qui va sortir du cadre, qui est pourtant complètement normale, comme par exemple une nouvelle paire de chaussures à acheter avant la rentrée scolaire. Donc là, tu te retrouves une semaine avant la rentrée, et puis ton fils qui a des trous aux chaussures, et t'as beau essayer de te casser la tête pour trouver 200 shekels pour lui acheter une paire de chaussures, c'est juste pas possible, quoi. Un minus permanent. C'est-à-dire qu'en fait, on est constamment sur le fil, et que malheureusement, la vie est pas linéaire, qu'il y a plein d'imprévus. C'est une angoisse qui ne nous lâche pas, vraiment jour et nuit. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est-à-dire qu'en Israël, on entend que tout le monde galère plus ou moins au niveau financier. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui sont vraiment à l'aise, mais bon, je dirais qu'il y a quand même plusieurs échelles, et que quand faire ses courses devient un défi, ou quand payer une facture devient presque impossible, On imagine que c'est compliqué. des complications en cascade. Est-ce que tes enfants ont été touchés vraiment par cette situation de précarité que tu as vécue ? Bien sûr. On a beau essayer de les préserver le mieux possible, de pas trop en parler, de les protéger au mieux de tout ça, parce qu'ils ont suffisamment de choses à gérer, et que ça les concerne pas. Bon, malgré tout, il faut évidemment qu'ils aient aussi conscience du fait que c'est pas facile, et que je fais de mon mieux. Mais ça devient très compliqué, parce que bon, ils me trouvent souvent en train de pleurer, d'angoisse, ou alors une demande basique comme des chaussures neuves, alors que les baskets sont trouées, et je dis je suis désolée, mais ça va pas être possible. Est-ce que vos rapports se sont
modifié à cause de la situation financière? Non, j'irai pas. Pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Non. Maintenant, c'est sûr que c'est une angoisse qui se répercute aussi sur eux et qu'à l'école, ils sont pas toujours complètement tranquilles et sereins pour étudier, et c'est un stress qui les atteint forcément. Tu as dit tout à l'heure que la vie n'est pas linéaire. Malheureusement, tu as eu encore d'autres accidents sur ton chemin. Je ne sais pas si tu souhaites en parler. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, comme je le disais, j'ai ce sentiment, j'ai toujours plein d'images comme ça, un petit peu extrêmes. Donc, j'ai ce sentiment de vivre sur un fil. C'est aussi une autre image, ce sentiment d'être en train de lutter constamment pour maintenir la tête hors de l'eau. Et puis, il y a quelques mois, je suis tombée malade. On m'a diagnostiqué un cancer du sein. Et donc, je me revois, le jour du diagnostic, je me revois à l'hôpital en train de passer une IRM dans la foulée du diagnostic pour vérifier si j'avais des métastases ou non. Donc, je me revois allongée comme ça, dans le fameux tunnel, avec juste l'emplacement pour ma tête. Et je revois les larmes couler comme ça. Donc, évidemment, du fait de ce qu'on venait de m'annoncer, mais encore plus en raison du stress financier, en fait, en raison de cette incertitude-là que je ressentais au niveau matériel et financier. Et je venais de commencer un nouveau travail. J'avais aucun jour de congé maladie. Et donc là, je me suis dit, mais c'est juste pas possible. C'est-à-dire que la maladie, là, ce jour-là, m'apparaissait presque comme un luxe, même si le terme peut paraître bizarre, mais ça m'apparaissait presque comme un luxe que je pouvais pas du tout me permettre, en fait. Je me suis tournée vers des associations qui m'ont aidée aussi ponctuellement au cours de ces dernières années, au cours de ces 6 dernières années et de mon divorce. J'ai eu le cœur des mamans, qu'on ne présente plus, qui fait un travail extraordinaire. Et il y a l'association de la communauté française de Maale Adumim, qui est gérée par Sylvia Zerbib et Nathalie Boubli, qui n'est pas une association, qui est plutôt un groupe de solidarité qui se veut informel, qui existe depuis 20 ans et qui tente de répondre à toutes les demandes qui lui sont transmises. Je pense que c'est un groupe qui dit d'abord oui et qui ensuite tente de trouver des solutions. On leur transmet par exemple une liste de courses, et puis ensuite les femmes de la communauté francophone qui ont vraiment le cœur sur la main vont tout faire pour faire les courses qu'il faut, un portage de repas, un coup de pouce financier. Un coup de pouce en espèces quand il y a besoin. Enfin bon, c'est vraiment la générosité à l'état pur, quoi. Et heureusement, je ne sais pas du tout où j'en serais sans tout ça, sans toute cette aide. Alors, ça fait quelques mois qu'on vous a découvert ce cancer. Vous avez dû subir une ablation de sein. Il y a parfois des médicaments qui ne sont pas compris dans le salabri, dans le panier de santé, des traitements quand on n'a pas de chimiothérapie aussi qui coûtent très cher. Comment vous avez fait face à tout ça et des jours de maladie, évidemment, que vous n'aviez pas? Ça a été extrêmement compliqué parce que, effectivement, comme je l'ai dit, aucun jour de congé maladie. Et puis, dans le mois qui a précédé l'opération, j'ai dû m'absenter constamment pour passer des examens, des visites médicales. Donc, je courais les hôpitaux. Vos enfants étaient seuls pendant ce temps-là? Oui, mes enfants étaient seuls. Donc, j'ai eu un salaire qui était absolument ridicule le mois précédant mon opération. Je me suis retrouvée à 3 jours de mon opération sans avoir un sou. Sans avoir un sou pour acheter le fameux soutien-gorge dont j'allais avoir besoin après mon opération. J'ai subi une double mastectomie, suivie d'une reconstruction au cours de la même opération, donc une intervention très lourde. Et j'avais pas d'argent pour acheter ce fameux soutien-gorge, donc je me suis tournée vers ces associations-là, qui ont répondu présent, comme d'habitude. Je sais pas comment j'aurais fait. Puis voilà, donc une opération très lourde qui a nécessité des semaines d'immobilisation sans pouvoir travailler. Là, j'ai repris le travail il y a à peu près 1 mois à mon rythme. J'ai pas pu recommencer à travailler à plein temps. J'ai la chance
entre guillemets, j'essaie de toujours voir le verre à moitié plein, donc j'ai quand même la chance d'échapper à la radiothérapie et à la chimiothérapie. Maintenant, je vais avoir un traitement hormonal extrêmement lourd, avec des effets secondaires lourds aussi. Donc c'est une autre angoisse parce que je me dis, quand est-ce que je vais pouvoir recommencer à travailler normalement et avoir une parnassa. Je sais que ce sera... Déjà, c'est difficile quand j'ai une parnassa après avoir travaillé à plein temps, mais là, c'est carrément acrobatique. Est-ce que pour toi, c'est important de savoir qu'il existe un fonds pour parer à des urgences, comme tu as dû rencontrer? Ça m'émeut énormément. Ça m'émeut énormément. Je me dis qu'on essaie tous de réaliser ce rêve sioniste qu'on a et qu'on est tous profondément attachés à ce pays, mais que la vie est quand même extrêmement dure, que c'est un rêve qui a un prix. Et je me dis que sans ce tissu associatif et sans cette tradition de tzedaka qui existe au sein de la communauté juive, mais je ne sais même pas où j'en serais et où les autres familles dans des situations similaires en seraient. Donc ça me touche énormément, énormément. Voilà, c'est vraiment le sens de mon message. C'est pas qu'on ne fait rien pour s'en sortir. C'est pas qu'on travaille moins ou qu'on se tourne les pouces. Pas du tout. C'est un combat quotidien qu'on essaie de mener tant bien que mal. Moi, j'ai vraiment le sentiment tous les matins d'enfiler mon armure et d'aller au front. Et malheureusement, voilà, on a beau se débattre dans tous les sens, c'est extrêmement, extrêmement compliqué de s'en sortir. Est-ce que c'est aussi compliqué parce que ça ne se voit pas extérieurement, parce que c'est des choses, si on ne les explique pas, on ne peut pas les comprendre? On ne peut pas imaginer. C'est-à-dire que la plupart des gens me disent, et ils ont raison dans l'absolu, me disent, bon, ça c'était avant que je tombe malade, mais j'ai toujours entendu dire quand les gens à qui je disais c'est extrêmement difficile de s'en sortir, les gens qui me disaient oui mais t'inquiète pas, l'essentiel c'est la santé, et en fait j'avais envie de leur dire oui mais quand même mettre à manger sur la table ça devient un défi. Je veux dire, pour vivre, être en bonne santé, il faut manger, c'est aussi simple que ça. Et quand même acheter à manger ça devient un défi, c'est extrêmement compliqué. Donc oui, on essaie de rester propre sur nous, on essaie de sauver les apparences, mais c'est des défis qui sont inimaginables, et c'est vivre avec une angoisse permanente. C'est des calculs qu'on fait et qu'on refait jour et nuit. Enfin, moi, je me réveille la nuit, je fais des insomnies parce que j'ai des angoisses, etc. Mais c'est des calculs qu'on a beau refaire qui tombent jamais juste. Qu'est-ce que vous aimeriez pour l'année qui vient? J'aimerais, je trouve que ce serait légitime de travailler comme je travaille et de pouvoir m'en sortir, en fait. De pouvoir être plus sereine au niveau matériel. Mmh. Donc je suis très 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 contente de savoir qu'un tel fonds va être créé. Est-ce que c'est pour ça que tu as accepté de témoigner à visage découvert? Exactement. D'abord, quand on arrive dans la situation que je traverse, on met complètement son orgueil de côté parce que d'abord, on pense à ses enfants, à nourrir ses enfants, à subvenir aux besoins de sa famille. Donc on met son orgueil de côté et on demande de l'aide. Et le sens de ma présence aujourd'hui, c'est aussi de dire merci. De dire merci, de dire voilà, d'abord mon rétablissement doit énormément à ces associations, à cette aide. Le fait d'abord de s'entendre dire ne t'inquiète pas, on est là, tu n'es pas seule, c'est incroyable dans ma situation. Ne serait-ce que ces mots-là, ils sont incroyables. Et puis le fait de s'entendre dire aussi, écoute, ne t'inquiète pas, concentre-toi sur ta guérison. On te soulage du reste. Ça n'a pas de prix.